Bonjour à tous, merci de votre présence et absolument désolé pour ce retard lié à donc, une fin de déjeuner un petit peu rallongée et un temps de processus pour rejoindre cette salle. En tout cas, merci d'être là avec nous. C'est un thème qui nous tient beaucoup à cœur. Nous pensons, donc nous avons intitulé, comme vous l'avez remarqué, cette session annuelle de l'événement de Paris Aéroplace. Donc Paris Aéroplace, dont je suis le délégué général, je ne me suis pas présenté, Jean-Charles Simon. Cette session annuelle, on l'a appelée la finance au service de la société, parce que nous sommes convaincus qu'il est indispensable que les financiers, que la finance illustre, sache montrer à quel point elle contribue dans la vie de tous les jours et sur les grands problèmes, donc c'est micro et macro, à la vie des agents économiques, ménages, entreprises, et qu'elle est extrêmement utile. Et dans ces thèmes, il nous est apparu qu'un des sujets et peut-être un des nœuds du problème, c'était la question de l'enseignement et de la façon de parler de la finance. Et il nous a... pour beaucoup, peut-être d'entre vous, vous partagez également ce jugement. Ce n'est pas si facile dans un pays dans lequel un candidat à la présidentielle peut dire que son adversaire, c'est le monde de la finance. Ce n'est pas si facile de parler de finance, d'enseigner la finance, d'inciter à connaître et à comprendre la finance. Et donc, nous avons réuni 4 intervenants tout à fait remarquables aujourd'hui pour cette plénière que je vais présenter en partant de mon voisin jusqu'à la gauche de l'estrade. Donc, Monsieur André Lévy-Lang, qui est président de l'Institut Louis Bachelier. L'Institut Louis Bachelier, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est le centre nerveux de la recherche en finance en France. Et vous êtes également professeur émérite à l'Université Paris-Dauphine. Et bien entendu, par ailleurs, tout le monde connaît votre carrière absolument remarquable dans le monde de la finance. Catherine Cariotis, vous êtes professeure de finance à Neoma Business School et vous êtes notamment en charge, je crois, d'un master spécialisé sur l'analyse financière. Et vous avez, et on en reparlera, j'imagine, pas mal dans cette session, commencé à axer un certain nombre de vos recherches sur les sujets de finance durable, qui est une thématique véritablement très importante. Christian Deboissieux, donc professeur d'économie émérite de Paris 1 Sorbonne, vice-président du Cercle des économistes. Et je crois, Christian, que tu as été, tu as été membre du collège de l'AMF pendant longtemps. Et donc les questions, toi, de régulation de la finance, d'encadrement et de façon de traiter la finance comme un objet aussi politique te sont particulièrement familières. Et puis Nicolas Dose, je dois dire, cher Nicolas, que je suis particulièrement heureux de t'avoir aujourd'hui dans cette table ronde parce que, pour tout vous dire, pendant des années, j'ai été interrogé par Nicolas Dose sur BFM Business. Nicolas Dose, donc, est évidemment l'étendard de l'économie, des sujets économiques sur BFM Business et BFM TV. Et nous sommes vraiment très heureux de t'avoir parmi nous aujourd'hui, car c'est un exercice nouveau pour toi d'être celui qui est interrogé. Donc, je voudrais en fait commencer notre session par un premier échange, un premier tour de table sur ce double constat en fait, que je me fais moi, mais que évidemment je soumets à votre sagacité et votre critique. C'est le fait qu'il y aurait un niveau donc de défiance, j'en parlais tout à l'heure, à l'égard du monde financier, de sa perception, de son rôle, de son utilité, de ses effets sur, comme on dit souvent d'ailleurs, ce qui est caractéristique, l'économie réelle. Et il y aura en même temps un niveau, une forme de niveau de connaissance faible, voire très faible dans la population autour de la finance, une forme d'illettrisme financier, pourrait-on dire, ou dit-on parfois au sujet des Français en matière de finance. Et j'aurais voulu vous interroger chacun sur ce thème. Est-ce que d'abord vous partagez ce constat? Est-ce qu'il a influencé dans votre parcours la façon dont vous deviez parler à des étudiants, au public, à des acteurs divers et variés de finance? Et est-ce qu'il a changé
au fil du temps. Finalement, je dirais que moi, j'ai une expérience de boomer où, dans les années 90, quand j'étais étudiant dans le supérieur, la finance était assez auréolée d'une image de technicité et de sophistication qui était vue comme plutôt positive, et où j'ai l'impression que les choses se sont totalement retournées au fil du temps, avec notamment peut-être les crises financières. Cher André, je voulais vous interroger en premier. Comment vous voyez-vous ce constat? Est-ce qu'il vous paraît fondé? Je crois que la finance fait partie des mots qui ont un effet immédiat de perte d'intérêt dès qu'on l'évoque. Dès qu'on mentionne finance, les gens éteignent le récepteur. Donc c'est un fait. Je pense. Est-ce que je peux tout de suite parler des expériences que j'ai eues? Parce qu'au fond, oui, bien sûr. C'est ce qui me semble être le sujet. J'ai 3 expériences différentes, successives, mais à des espaces de temps importants. La première comme étudiant, la deuxième comme dirigeant, et la troisième comme enseignant. Étudiant, quand je suis arrivé à Stanford, je n'avais jamais eu de cours de finance ou d'économie. J'avais une formation d'ingénieur et l'expérience d'ingénieur. Et j'étais en mon premier cours de première année en vue du doctorat que j'ai passé par la suite. J'ai eu un prof de finance qui a commencé le cours de la manière suivante. C'était, je vous rappelle, à Stanford. Je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un petit garçon qui décide de vendre de la limonade devant la maison de ses parents qui habitent une banlieue de San Francisco, ce qui était courant à l'époque. Pour ça, il achète du sirop, il achète des verres en plastique, il s'installe, il a 12 ans, et il commence à vendre de la limonade. Le soir, il fait ses comptes. Alors, faire ses comptes, au lieu de compter ce qu'il y avait dans la poche, il se dit, je vais voir ce que j'ai dépensé et ce que j'ai eu comme recette. Et il réinvente le bilan et le compte d'exploitation. Le prof n'avait pas employé le mot. Il a raconté son histoire. Et à partir de là, il nous a expliqué ce qu'était la comptabilité en partie double, qui est un concept assez difficile à accepter. Et c'était limpide. Et tout ce qui a suivi pendant tout le cours de finance était absolument limpide. Il n'a jamais employé le mot de finance, il n'a jamais employé le mot tout de suite de bilan, etc. Quand je transpose l'histoire en France, je l'ai fait dans un autre contexte. J'ai pris le marchand de marrons du Luxembourg. Même histoire, avec les marrons, etc. Mais là, j'étais plus loin. J'ai dit, il décide de fusionner avec celui du parc Montsouris. Et la fusion des deux marchands de marrons, en poussant un peu, vous retrouvez le concept de goodwill, le concept de... Tout se retrouve. C'est simple. Bon. Expérience suivante, dirigeant de banque, la compagnie bancaire et Paribas, entouré de financiers par définition, de gens dont c'était le métier. Et je me suis rendu compte qu'il y avait de temps en temps le besoin d'expliquer des fondamentaux, sans utiliser de mots techniques. Le concept de liquidité, etc. Je racontais une histoire. L'histoire des banquiers américains qui vont voir le président du Fed et lui dit, monsieur le président, on est un peu inquiet, s'il y avait une crise, est-ce que vous feriez quelque chose pour nous aider? Il dit, mais naturellement, messieurs, je verrai ça avec vos successeurs. Bon, j'ai compris la liquidité ce jour-là. Bon. Et je l'ai expliqué avec mes collaborateurs. Comme enseignant à Dauphine, c'est différent. J'avais encore cette année, récemment, des Master 2 de finance. Par définition, des gens motivés, connaissant déjà le vocabulaire, connaissant beaucoup de choses. Et j'ai fait la même chose. Ma première question, le premier jour, c'était « À quoi ça sert, la finance ?» Et je suis parti de schémas très simples, avec l'offre et la demande, etc. À quoi ça sert? Et le concept d'optimisation de l'allocation du capital, on y arrivait tout naturellement. Donc, le problème de la finance, c'est le même problème que celui des mathématiques en France. Quand vous parlez de mathématiques, les gens coupent le récepteur. Et c'est pour ça qu'en France, on a deux extrêmes. On a des médailles Fields et on a une minorité importante de gens qui ne savent pas se servir d'autre chose que de leur calculette et qui ne comprennent rien. Et dès qu'on dit maths, ils coupent le récepteur. Donc je crois que nous avons tendance en France à commencer par la théorie et le vocabulaire. Je prends l'exemple du cours de comptabilité. Dans ma famille, j'ai un certain nombre
de jeunes qui ont suivi des cours de comptabilité dans des endroits que je ne nommerai pas. La première séance, c'était le plan comptable français, avec toute la nomenclature. Ils ne sont pas rentrés à la maison, hein, ils sont restés quand même. Mais il y a de quoi vous dégoûter à vie, la comptabilité. L'histoire du marchand de marrons, c'est quand même mieux pour commencer. Donc en France, on commence par la théorie, le vocabulaire, et puis parfois, on passe à la pratique. Ce n'est pas étonnant qu'on ne comprenne pas l'économie, qu'on ne comprenne pas les maths, qu'on ne comprenne pas la finance. Il faut repartir au niveau du primaire. Et le jour où, dans le primaire, on apprendra aux enfants l'histoire du marchand de marrons pour commencer, ben, ils vont peut-être découvrir que les mathématiques, ce n'est pas tellement inutile, et la finance, pas tellement inutile. Remplacer les histoires de baignoires par des histoires de marchands de marrons pour améliorer, les baignoires, la compréhension. C'est un peu théorique. Hein. Catherine Cariotis, quel est votre sentiment justement ça? Est-ce que ça vous paraît vraiment bien caractériser l'univers français? C'est-à-dire qu'il y a des barrages importants, ce qu'évoquait André Léviland, c'est-à-dire les gens coupent le récepteur. Comment vous l'avez vécu dans votre carrière d'enseignante? Alors, je vais raconter des histoires aussi, parce qu'en fait, si je reprends l'histoire qui est la mienne, mais qui ressemble... Alors, moi, je n'ai pas été dirigeant de banque. Hein. Moi, j'ai travaillé dans une institution qui s'appelait à l'époque la SICOVAM, hein, devenue Euroclear. Et mon idée, c'était quand même un jour de passer de l'autre côté vers l'enseignement. Et alors, la SICOVAM, en fin 86, hein, c'est la fin de la dématérialisation. Je visite le service titre de l'époque de la SICOVAM qui était sur les Champs-Élysées et je vois là, du haut de mes 20 et quelques années, des femmes qui ont mon âge maintenant, avec des blouses bleues, des pantoufles et un doigt en plastique pour compter les titres. Et je me suis dit, fraîche et moulue des bancs de l'université, heureusement que je suis prise à l'essai, dans les deux sens. Et finalement, c'est ça qui m'a donné le goût, parce que c'était Relite, c'était RGV, donc c'est un peu de la technicité post-bourse. Et un jour, j'ai décidé d'aller enseigner dans une école de commerce, hein, qui est donc Neoma, l'intérêt d'avoir des collaborateurs, des cadres dans les services de middle et back-office. Le chemin a été long parce qu'en école de commerce, dans les années, fin des années 80, on ne rêve que des salles de marché. Alors que ces mêmes salles de marché ne recrutent que des ingénieurs. Donc c'est difficile de faire passer un certain nombre de choses et de dire que les produits peuvent être découpés quand on est dans les cellules de back ou de middle office, alors que si on négocie du béthane en salle des marchés, on ne restera focusé que sur le béthane. Ça, c'est la première histoire. Et la deuxième histoire, c'est bien évidemment 2007, 2008 et suite. Lorsque on entend que l'affaire Kerviel éclate, donc les journalistes, pour certains, je ne sais pas si c'était BFM à l'époque, mais disent c'est un étudiant d'école de commerce. Donc là, tout de suite en stress, me disant... Et si je l'avais eu en cours, bon, en l'occurrence, il n'était pas issu d'une école de commerce, mais je me retrouve le lendemain chez mon coiffeur qui me dit je sais que vous êtes prof de finance et spécialisé sur les marchés et la banque. Mon compte est à la Société Générale. Je ferme mon salon de coiffure plus tôt et je vais fermer mes comptes. Le temps qu'il me coupe les cheveux, j'ai dit surtout pas. Parce que d'un problème dont la Société Générale peut se sortir, si tout le monde court à la banque, hein, avec l'histoire du bank run que vous connaissez tous, la Société Générale sera mise en difficulté. 1 mois et demi plus tard, je suis revenue chez le coiffeur. Il n'avait pas fermé son compte à la Société Générale. Et là, je me suis dit, j'ai eu une utilité sociétale, d'une certaine manière, en expliquant en quelques minutes le fonctionnement d'une banque. Et je me suis dit que dans l'inconscient collectif, il n'y a aucune culture financière. Mais je vais même au-delà. Je pense qu'il n'y a pas de culture économique pour ceux et celles qui n'ont pas suivi un cursus avec quelques cours d'économie. Et donc, on va caricaturer en France en disant on est en 2007, 2008, 2009, c'est le méchant banquier. C'est le méchant banquier qui a mis à mal
la sphère économique et la sphère sociétale. Et là, on a un rôle, nous, en tant qu'enseignants, en tout cas moi je me sens cette responsabilité d'expliquer aussi que les banques françaises sont régulées, et ça a été rebelote au mois de mars, hein, cette année, quand les banques américaines, pour certaines, ont fait faillite, quand il y a eu l'histoire du Crédit Suisse, tout de suite, mes collègues qui ne sont pas en finance m'ont dit on va revivre 2007-2008. Et là, je pense qu'il y a une vraie responsabilité globale, hein, parce qu'on ne va pas refaire le monde un par un, il faut se mettre tous ensemble pour donner un minimum de culture économique et financière pour qu'on ne stigmatise pas les banques comme étant le méchant banquier qui n'a pas voulu me prêter, la banque qui fait de l'argent pour faire de l'argent. Et justement, comme on le disait, l'utilité de la banque, elle est fondamentale tout autant que l'utilité des marchés financiers. Et je pense qu'en tant qu'enseignant, on est neutre. Et on peut dire qu'effectivement, les banques françaises sont solides et les marchés financiers sont utiles sur le plan financement. Merci beaucoup. Christian de Boissieu, donc tu es économiste de manière globale. Paraît-il, oui. Tu dépasses le champ de la finance dans ton parcours universitaire et tes enseignements et tes interventions publiques. Mais est-ce que justement, donc Catherine Cariotis parlait de cette très faible culture économique qui serait à la base de ces difficultés. Est-ce qu'il n'y a pas en plus quelque chose sur la finance? Justement, on va d'ailleurs parler d'économie financière. En général, c'est rarement positif et élogieux. On va, comme je le disais tout à l'heure, parler de l'économie réelle pour l'opposer à la finance. Est-ce que la finance, c'est vraiment pas justement le mouton noir du monde économique et le symbole de ceux qui voient des mots dans le système économique d'économie de marché? Je vais essayer de répondre à ta question facile. Merci. Non, j'ai une expérience un peu différente, moi, parce que j'arrive à Paris 1 en 1981, où je dirige très vite ce qui s'appelait le DESS, on dirait aujourd'hui M2 Pro, Banque Finance, concurrente Dauphine. Tu n'étais pas à ce moment-là à Dauphine, mais de fait, on était concurrente Dauphine, Paris 2, un peu Nanterre, etc. Et ce que j'ai ressenti à ce moment-là, moi, Paris 1 était plutôt, ça ne veut rien dire d'ailleurs, était plutôt une fac de gauche. Mais j'étais plus à l'aise dans une fac de gauche que dans une fac gangrénée par l'extrême droite. Bon, pas besoin de faire de dessin. Et ce que j'ai ressenti, et je continue à le ressentir encore, c'est qu'au fond, on vit dans un pays qui s'appelle la France, ce pays a toujours un problème, quand je dis ce pays, c'est-à-dire sa population, les gens ont un problème avec l'entreprise, avec le marché, avec le profit. Mais ça, c'est l'héritage du marxisme qui s'est dissipé, mais très lentement. Enfin, c'est mon expérience en tout cas, très lentement. Pour moi, Marx a toujours été un grand économiste et le marxisme a toujours été une impasse. C'est deux choses différentes. Bon, alors que je ne ressentais pas la même chose par rapport à la finance. Quand je démarre en 80, donc c'est juste avant 81, il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises en 80 qui n'étaient pas spécialement favorables à la banque et à la finance, que je sache. Et mes étudiants qui avaient 20 ans, quand vous êtes prof, vous pourrez déménager chaque année, mais les gens qui sont en face de vous, ils ont toujours le même âge par définition. Et donc, j'avais les gens de 20 ans en 80, 20, 22 ans, ils étaient déjà assez cool par rapport au problème de la finance. Ils n'étaient pas dogmatiques, même s'ils vivaient dans cet environnement que je décris globalement un peu hostile au marché, au profit, à l'argent, à l'entreprise, etc. Et une illustration dont je t'avais parlé l'autre jour, je me trouve présider sous Luc Châtel, ministre de l'Éducation nationale, le programme classe économique de seconde. On fait de l'économie dans le secondaire, mais je pense qu'on ne la fait pas bien. Ce n'est pas un problème de quantité, c'est un problème de qualité. C'est-à-dire que, je vais citer personne, parce qu'il se trouve que certains de mes anciens élèves sont impliqués dans cette optique qui consiste dans les journaux que vous imaginez, ou certains d'entre eux,
on aborde les problèmes de répartition de richesses avant de se poser le problème de la création. On aborde le rôle de l'État avant de traiter des défaillances du marché. C'est-à-dire on inverse complètement ce qui doit être la logique d'une problématique de l'économie de marché. Et donc, je me souviens, je reviens sur Luc Châtel et la commission que j'animais, on a essayé, en réformant le programme de seconde, c'était il y a 15 ans, je ne sais plus exactement, on a osé introduire dans le programme d'économie en classe de seconde en France le mot marché. On a déclenché des réactions déjà sur les réseaux sociaux, c'est tout juste si on n'était pas menacés de je ne sais pas quoi, les uns les autres. Alors ça, c'est le climat général. Maintenant, deuxième remarque, je reviens sur la finance, puisque ta question portait plus spécialement sur la finance. Je vais dire, articulation université-école, moi j'ai toujours dit aux étudiants qui étaient en face de moi, dans la vie, il faut se battre sur ses avantages comparatifs. C'est ce que m'a appris Ricardo. Se battre sur ses avantages comparatifs. À la fac, sauf exception, on a des gens dont l'avantage comparatif est en principe, quand ils arrivent en bac plus 5 et qu'ils ont fait de l'économie, c'est d'avoir un background économique ou gestionnaire. Parfois, ils ont fait du droit, mais ils ont cette... Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles je me suis intéressé avec eux au problème de réglementation. J'ai beaucoup de respect pour HEC, mais je pense que quand aujourd'hui on est diplômé d'HEC, on ne connaît rien sur BAL 3. Ça n'empêche pas de dormir. Hein. Le fait de rien connaître sur BAL 3, moi j'ai voulu à Paris 1 que mes étudiants connaissent les marchés, mais connaissent aussi le cadre réglementaire. Parce que souvent dans les interviews, le type ou la dame qui leur pose des questions pour les interviewer pour des stages ou des boulots n'a pas toujours le temps de préparer l'interview. Alors on leur demande le taux directeur de la BCE hier, avant-hier, etc. Ou qu'est-ce que vous savez sur telle réglementation, banque, compagnie, assurance. Donc j'ai voulu essayer d'aider mes étudiants à jouer la carte des avantages comparatifs en partant de l'idée que sauf quand on est normalien ou polytechnicien comme André, généralement, les étudiants que j'avais en face de moi, leur avantage comparatif, ce n'était pas les maths, c'était autre chose. Le problème, pour moi, la coupure, c'est pas... on peut en discuter, mais je suis plus vieux que vous, donc je dirais, la coupure, pour moi, c'est pas 2007-2008. La coupure dans l'enseignement de la finance en France, ça a été pour moi le krach de 87. Et peut-être pour la population française aussi. Parce que c'est avec le krach d'octobre 87 que les Français ont compris que acheter des actions, ça pouvait comporter des risques. Avant, personne ne leur avait expliqué ça. Donc, le choc du 19 octobre 87 a été un choc à la fois pour la population, pour les épargnants qui avaient investi en bourse, et d'une certaine façon pour les étudiants, parce que ce qui m'a frappé, c'est qu'après 87, il y a eu pendant 2-3 ans, ça n'a pas duré trop longtemps, il y a eu un report des recrutements et des activités dans les banques du front office, un report conjoncturel, du front office vers les métiers de back office et de middle office. Et moi, ce que je voulais, c'est préparer mes étudiants à pas uniquement être des traders. Kerviel, c'est Lyon 3, je peux en parler, puisque c'est pas moi. Donc, je suis sympa vis-à-vis des collègues lyonnais. C'est Lyon 3. Voilà, un exemple, Lyon 3 avait organisé un master de back-office. J'ai toujours trouvé absurde de faire des masters de front ou des masters de back ou des masters de middle, etc. On forme des gens qui vont prendre un diplôme en principe correct à 22, 23 ans. Il faut qu'ils puissent bouger, il faut qu'ils puissent monter. Et pour monter dans la hiérarchie des institutions, il faut qu'ils trouvent un bon équilibre entre la formation technique et puis une formation un peu plus, j'allais dire, généraliste, dans le bon sens du terme. Alors les étudiants en 80, 85, ils étaient fanades, ils le sont peut-être un peu moins aujourd'hui, des marchés dérivés, même s'ils n'étaient pas matheux, ils apprenaient, ils essayaient de comprendre la formule de Black-Scholes et ce qu'il y a derrière du point de vue mathématique. Mais
aujourd'hui, et je termine là-dessus, et vous le savez là où vous êtes, la montée des critères ESG, la montée de l'extra-financier dans la finance, je pense, donne un sens qui est assez intéressant aujourd'hui à la finance pour les jeunes. Parce que les jeunes, moi quand je fais des cours sur les cryptos, bon, ça les intéresse. Et ils me posent toujours à la fin du cours la question, monsieur, est-ce qu'il faut acheter du bitcoin? Alors, je leur dis, je ne suis pas conseiller en gestion patrimoniale. Et quand on m'avait posé à Paris 1 la première fois la question, j'avais dit, faites attention, c'est très volatile, vous pouvez gagner de l'argent, vous pouvez en perdre. Et quand je les ai revus la semaine d'après, entre-temps, heureusement, le Bitcoin s'était cassé la figure. Donc, voilà. Donc, je n'avais pas eu, à très court terme, complètement tort. Mais ils sont intéressés par les cryptos, mais ils sont aussi intéressés par la finance durable, la finance verte, etc., parce qu'ils sont intéressés par la dimension écologique. Donc, je termine là-dessus. L'intérêt de tous ces critères extra-financiers, c'est que pour les jeunes, par exemple pour les étudiants, ça leur permet de mieux comprendre ce que je ne leur ai pas toujours expliqué, moi en tant que prof, peut-être pas assez expliqué, c'est-à-dire la finance au service de l'économie réelle. Quand on travaille sur les marchés dérivés, quand on travaille sur des trucs très sophistiqués, c'est du mal. Ça sert à quelque chose, les marchés dérivés. Je ne suis pas en train de dire que ça ne sert à rien, mais il y a quand même une partie de la finance qui tourne sur elle-même. Bon, et ça, les étudiants, ils aiment bien, du point de vue intellectuel, mathématique, cette finance qui tourne sur elle-même, les options exotiques. Et je pense que l'intérêt de ce qui se passe en ce moment, c'est de rebrancher la finance sur des problèmes de développement durable de long terme et vraiment d'économie réelle. Merci beaucoup, Christian de Boissieu. Nicolas Dose, oui. J'ai donc sur cette problématique de notre... Je suis le seul, moi, qui ne s'adresse pas à des étudiants. Oui, absolument. M'adresse à du grand public. Oui, mais c'est pour ça que qui n'en a rien à faire. C'est pour ça que la thématique s'appelle enseigner et expliquer la finance, parce qu'en revanche, ça, c'est quelque chose que tu fais tous les jours à ton antenne. L'économie au sens large, la finance quelquefois. L'économie au sens large. La finance dans la mesure où elle touche à la vie réelle des gens. Tu fais combien coûte mon crédit IMO? Tu fais beaucoup de politique monétaire, tu fais beaucoup de choses. Ah, BFM Business. Oui. Ah oui, mais là je parlais plutôt de BFM TV, mais très grand. Oui, bien sûr. Par rapport à la problématique de ce tour de table, le constat et la difficulté et la spécificité française, j'aurais envie de dire, si je fais vraiment l'avocat du diable, est-ce que tout ça, c'est pas aussi un peu la faute aux médias? En partie. Alors après, sur l'histoire, c'est quoi? C'est Mission Impossible, c'est ça le titre? Je réponds oui. C'est expliquer et le titre de la conférence et enseigner. Bon, moi je suis pas un enseignant à la télé. Éventuellement, je suis là pour expliquer. En fait, je pense qu'il est bien que les gens ne comprennent pas trop comment ça fonctionne, la finance. Je ne parle pas de l'économie, la finance. C'était Henry Ford en 1920 qui disait « Heureusement que les gens ne comprennent pas comment fonctionne la finance, sinon ce serait la révolution avant après-demain ». Je pense que les bank runs, on les aurait vécus si les gens savaient comment fonctionne la finance en 2007-2008. Et d'ailleurs, est-ce qu'il faut tout expliquer? Je ne suis pas sûr. Moi, à titre personnel, en décembre 2011, je garde des informations que j'ai pour moi sur une grande banque française qui est à risque. Et a priori, elle est mal barrée pour terminer l'année. Et heureusement d'ailleurs qu'une banque centrale européenne intervient. Pardon? Sur la crise grecque? Non, c'est pas la crise grecque, c'est la queue de comète de la crise financière. Et heureusement, on a une banque centrale européenne qui est quand même réactive et qui va créer un truc qui s'appelle le TLTRO. Allez expliquer le TLTRO à 6h25 sur BFM TV. C'était bien que les gens n'aient pas compris. Et c'était bien que les gens n'aient pas compris les credit default swap et les surexpositions des établissements financiers à ce genre de produits. Sinon, ils auraient pris peur. Je crois qu'Henry Ford avait raison. Quelquefois, il ne faut pas tout expliquer. Là, je me suis dit, après avoir écouté François Villeroy de Gallo, waouh, un matin, il va falloir que j'aille expliquer aux gens qu'il y a un euro commercial et un euro numérique qui cohabitent. Ça va être coton, tiens. Est-ce qu'il faut leur expliquer? Je ne suis pas sûr. Surtout que je ne sais pas si tous ici avaient parfaitement saisi ce qu'allait être la tokenisation des moyens de paiement. Bon. Après, effectivement, ça peut m'arriver de devoir rentrer sur des questions financières, mais les médias ont une forme de responsabilité. Les médias, et en fait, je pense que ça va se dégrader. La compréhension de la finance et de l'économie par les Français, ça ne va pas s'améliorer. Je parle du grand public. Hein. Je ne parle pas des étudiants de Christian, de Madame, qui, eux, dédient leur cerveau à ça. C'est normal qu'ils fassent des progrès et qu'ils acquièrent une compétence là-dessus. Ça va se dégrader parce qu'on vit dans un monde vraiment nouveau. Et le développement des chaînes d'information y a contribué. C'est du fast news. Tout doit tenir en une poignée de secondes. Tout doit être pour ou contre, gentil, méchant, plus, moins, noir, blanc. Il n'y a pas de place pour le gris. Et puis on a une population en face de nous
qu'il y a une multiplicité de sources d'informations et en fait le cerveau est plus disponible. Vous vous souvenez, Patrick Lelay qui disait qu'il vendait à Coca du cerveau disponible. Il y en a de moins en moins du cerveau disponible. Comment vous voulez expliquer des thématiques complexes à des cerveaux de moins en moins disponibles, à des gens qui viennent plus ici pour se distraire que finalement pour vraiment s'informer, des gens qui viennent là pour rêver d'une certaine manière beaucoup plus que réfléchir, des gens qui vont fantasmer des trucs beaucoup plus qu'avoir la volonté de comprendre. Quand vous êtes dans cette position-là, c'est pas simple. Il m'arrive de rentrer sur des sujets financiers qui forcément devront avoir... Bon, alors, BFM Business est un média spécialisé. Je considère qu'un média spécialisé, il n'est pas représentatif de la manière dont l'économie est expliquée aux Français. Tout le monde ne lit pas les Échos. Ceux qui lisent les Échos sont très bien informés. La grande majorité qui ne sait même pas que le journal existe ne comprend rien à rien. Et donc, pour cette raison-là, effectivement, on a des médias qui... résume tout de manière ultra rapide. Moi, j'écris une petite phrase le matin sur l'écran, j'ai 4 mots. Il faut que les 4 mots soient représentatifs de ce que je veux dire. Et généralement, en plus, un rédacteur en chef vient derrière et les réécrit à ma place pour les rendre un petit peu plus chauds, mais quelquefois en travestissant le sens de ce que je vais dire. C'est pour ça que je pense que tout ça va se dégrader. On n'a plus le temps, on n'a plus la passe d'expliquer. Alors, les derniers endroits où on peut encore faire un peu de pédagogie financière, c'est quand on a un phénomène bancaire aux États-Unis expliqué de manière alors toute simple. C'est toujours ce qu'on me dit sur ces sujets-là. Oui, tu nous le fais, mais simple. Bon. Et effectivement, là, j'ai expliqué que non, 2008 n'était pas 2023. Avec des choses simples. De la même manière, j'ai tanné mon rédacteur en chef de BFM TV à 5h du matin, quand je l'appelle tous les matins, pendant des mois, en lui disant il se passe des choses au niveau des politiques monétaires des banques centrales. Là, déjà, je lui parle chinois. André a raison, tout le monde a coupé le poste. On m'a parlé à table. Si je commence à venir et parler BAL 3, ACPR et tutti quanti au grand public, je vide la salle. C'est évident. On n'est même pas sur le rejet de la finance et de l'économie de marché, je vide la salle. J'explique à mon rédacteur en chef qu'il se passe un truc au niveau des banques centrales. Ça va toucher la vie des gens. Parce que la politique monétaire, elle se transmet à l'économie via le crédit. Bon. Ça lui passait au-dessus. Et je lui dis aux alentours du mois de mars ou avril 2023, Pierre, il s'appelle Pierre, un jour, c'est toi qui vas me demander de le faire. C'est toi qui vas venir me chercher pour m'expliquer les banques centrales, là, finalement. Et c'est arrivé au mois de juin. Politique, plus 50 points de base, je crois. Ouais, Nico, tu peux nous faire quand même là, pourquoi les choix de la Banque centrale, ça joue sur l'inflation? Ah, tu vois, je t'avais dit. Mais alors, attention, tu nous le fais simple. N'espérez pas élever les gens en faisant toujours 10 mètres sous le niveau de la mer. Vous n'y arriverez pas. Ça ne se passe pas à Dauphine, c'est du grand public. Je suis arrivé avec mon image d'eau chaude et d'eau froide. Et j'ai pris ma baignoire, c'est quand j'ai André qui parlait de baignoire. Et j'ai dit, ouais, vous avez une baignoire qui est trop chaude, c'est l'économie, c'est le pays. Ben, vous voulez refroidir la baignoire, vous montez les taux, c'est le robinet d'eau froide. Et puis à l'inverse, s'il fait trop froid, ben, vous voulez, comme on a fait juste avant, ben, vous baissez les taux pour allumer l'eau chaude. Ah, ils avaient compris, à peu près compris. Et je leur ai dit, mais c'est vrai que ça a un impact dans vos vies réelles. Parce que les taux pratiqués par la politique monétaire, c'est le prix de l'argent. Et le prix de l'argent, vous allez le retrouver quand vous allez emprunter pour un crédit immobilier. Donc on va laisser comme place à la pédagogie et l'explication de la finance dans les médias très peu. Hein, on va laisser énormément de place aux comédiens, là, qui a fait provoquer l'accident, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais on va laisser très peu de place à l'économie et très peu de place à la finance. Il faudra que ça touche à la vie quotidienne des gens. Et donc tout cet univers-là, qui est très nébuleux pour beaucoup de gens, il se dégrade et va continuer à se dégrader. Bien, écoute, voilà, voilà qui ne rend pas très optimiste, mais merci de ton constat et de sa lucidité. Est-ce que, Catherine Cariotis, d'ailleurs Christian de Boissieu en a dit un mot, est-ce qu'il n'y a pas, on a bien entendu ce que Nicolas nous disait, mais est-ce qu'il n'y a pas un petit rayon d'espoir, en effet, côté finance durable? Parce que finalement, les gens se rendent compte peut-être pour la première fois qu'il y a une thématique très globale, très générale, et qui est un sujet d'intérêt absolu, qui associe le mot finance à cet enjeu et qui serait, puisque c'est peut-être le fond du bruit qu'ils entendent, une sorte de début de solution. Alors déjà, par rapport à l'optimisme, je crois que formant les cadres de demain, les décideurs de demain, on est obligé d'être optimiste. Parce que sinon, moi personnellement, j'aurais changé de discipline.
je serais partie sur une autre discipline. Et on est obligé de leur dire qu'il faut continuer à avoir des spécialistes en finance pour pouvoir financer l'économie réelle, comme on le disait, et financer les transitions. Et les transitions, il n'y a pas que la transition écologique, il y a d'autres transitions. Je pense que dans toutes vos organisations, il y a un besoin d'être flexible, adaptable, etc., puisqu'en fait, on est en situation de crise multidimensionnelle ou de multicrise. Donc ça, c'est déjà le préambule, la première chose. La deuxième chose, de façon un peu provoque, j'ai parfois l'habitude de dire qu'en 2008, la finance était le problème, aujourd'hui elle est la solution. Elle est la solution, pourquoi ? Parce qu'en fait, les signes qu'on a aujourd'hui de réchauffement de planète, mais plus grave, de disparition de la biodiversité, les transitions sociétales dont on a besoin, n'auront lieu que si l'argent disponible, et il y en a. Il y a un maximum de liquidité. Il n'y a jamais eu autant de liquidité depuis qu'on a fait fonctionner la trappe à liquidité dans les années post-2008. Cet argent-là, il doit être dédié au financement des transitions. Et de plus en plus, on a du répondant chez nos étudiants. Déjà, globalement, quelle que soit leur discipline et quelle que soit leur spécialité, ils ont envie de donner du sens à leur vie. Et ce sens en finance, c'est de dire j'ai envie de travailler dans la finance pour pouvoir mettre en place une finance durable, une finance inclusive, une finance utile à l'intégralité de la société. Donc cette lueur d'espoir, elle est fondamentale, c'est même un besoin vital. Et de plus en plus, les étudiants se disent « Ok, on part dans un master de finance, mais on veut… » on parlait des critères ESG, on parlait de la notation extra-financière. Et j'aime pas trop ce terme d'extra-financier. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut faire sauter les cloisons. Il faut faire sauter les cloisons des disciplines. Il faut regarder la finance avec d'autres disciplines, peut-être la sociologie, voire l'anthropologie. Donc il y a des choses au titre de la recherche et donc qui poussent ensuite dans nos enseignements. Il faut construire, reconstruire le monde. Et c'est ces jeunes qu'on forme dans les écoles de commerce ou dans les universités qui vont vous aider, nous aider tous ensemble à reconstruire ce monde. Et je termine sur les cloisons. Tout à l'heure, on parlait de back, middle et front office avec des cloisons plus ou moins étanches et surtout dans l'inconscient des étudiants. Mais moi, il y a une autre distinction que je n'aime pas, c'est finance d'entreprise versus finance de marché. L'une se nourrit de l'autre et inversement. Et on doit avancer tous ensemble, qu'on travaille sur les marchés, qu'on travaille sur la finance intermédiaire et qu'on travaille en entreprise ou dans les organisations, y compris supranationales, y compris de régulation, pour mettre la finance au service de la société. Merci beaucoup. André Lévy-Lang, je voulais réagir sur ce sujet de pessimisme, optimisme. Oui, je pense que le problème n'est pas de convaincre nos étudiants en finance, parce que s'ils sont là, c'est qu'ils ont fait ce choix. Le problème, c'est de convaincre ou de parler avec le reste de la France, c'est ce que disait Nicolas Dose. Et pour le reste de la France, il y a deux questions auxquelles il faut pouvoir répondre aussi simplement que possible. La première question, c'est à quoi ça sert ? À quoi ça sert ? Et là, il y a des dizaines d'exemples qu'on peut prendre où la finance, disons, les banques, les assureurs, etc., il y a l'embarras du choix. Des exemples très concrets, très simples. On n'a pas besoin de dire que c'est de la finance. Il y a des choses qui existent, qui servent. Et la deuxième question, c'est comment ça marche. Comment ça marche ? L'exemple de Nicolas est excellent. La régulation monétaire avec la baignoire. Pourquoi pas ? C'est des choses que les gens peuvent comprendre. Et je pense qu'arriver à faire comprendre, c'est ambitieux, à la masse des Français, que la finance, oui, ça sert à quelque chose, et voilà pourquoi, et oui, voilà comment ça marche, c'est moins important, mais il faut comprendre aussi comment ça marche. Et on ne peut le faire que si on se dit qu'on ne parle pas à des étudiants en master de finance.
qu'on est en train de parler à des gens qui soit s'en fichent, soit sont contre. Donc dans les deux cas, il faut partir de quelque chose qui va faire franchir le mur, là encore, de l'écouteur, de la réception. Et c'est très compliqué. Alors je vais être extraordinairement ambitieux et irréaliste. Ça devrait commencer dans le primaire, dans les écoles primaires. Je vous assure que c'est le cas à l'étranger, dans certains pays. Il ne s'agit pas d'apprendre de la finance dans l'école primaire, mais c'est d'apprendre des concepts de base de l'offre, de la demande, d'un compte d'épicier, de l'arithmétique, de faire en sorte qu'on sorte de ce paradoxe en France où les gens, enfin les étudiants, les élèves, ne découvrent l'économie, et encore à peine, que dans certaines options du secondaire, à peine, et que l'immense majorité des Français n'en ont aucune idée. Alors, c'est bien, nous avons des étudiants, nous avons eu des étudiants, où moi j'avais des collaborateurs, qui étaient a priori convaincus. Je trouvais utile de leur expliquer, au-delà de ce qu'ils savaient, les fondamentaux. Des fondamentaux qui ne sont pas mathématiques, qui ne sont pas théoriques, qui sont comment ça marche. Là, c'était important. Mais pour le français en général, c'est à quoi ça sert, tout simplement. Ça ne sert pas juste à nous dire non quand on veut un crédit, ça ne sert pas juste à enrichir les riches, ça ne sert pas juste à créer des inégalités. Alors, je suis d'accord que le financement durable, c'est une réponse. Il y a deux mots, un mot finance et un adjectif durable. Et là, on peut expliquer à quoi ça sert. On peut. Et on peut le dire, oui, ça sert. Merci beaucoup. Christian de Boissieu, vous vouliez réagir. Juste avant, je crois que vous aviez donc parlé tout à l'heure de la question des programmes de seconde. André Lévy-Lang vient parler du primaire. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, d'ailleurs, dans la panoplie d'autres sujets, la question de la retraite par capitalisation? On dit que dans les pays où il y en a, c'est un très bon système d'éducation à la finance. Et est-ce que, question subsidiaire, le livret avenir climat que veut promouvoir le gouvernement pour les mineurs, c'est typiquement quelque chose qui est de nature, justement, à acclimater les jeunes aux outils financiers et aux principes financiers? D'abord, sur primaire, secondaire, moi, personnellement, je serais partisan de mettre le paquet sur le secondaire. Bon, et je répète, ça n'est pas fait, ou c'est fait de manière qui ne convient pas. Moi, la fac, quand je vois arriver des étudiants qui viennent de ce qu'on appelait les sections B, ça ne s'appelle plus comme ça, puisque maintenant il y a des options, sauf exception, c'était des étudiants qui avaient fait de l'économie dans le secondaire, mais qui l'avaient mal faite. Et ils étaient handicapés par le fait qu'ils l'avaient mal faite. À la limite, je préférais voir arriver des purs littéraires ou des purs matheux, plutôt que des gens qui avaient fait mal de l'économie dans le secondaire. Donc là, il y a un problème, je répète, qui est un problème, à mon avis, en partie quand même, en partie idéologique. Hein. On ne va pas se voiler la face. Et ça rejoint ce que j'ai dit sur le fait que, même en 2023, il y a quand même une partie de la société française qui vit mal l'économie de marché. Bon, alors, voilà, c'est comme ça. Alors, à l'autre bout du spectre, au point de vue formation, l'AMF avait essayé, je ne sais pas où ça en est, peut-être que vous avez des informations, de mettre en place un institut de formation. Alors là, pour des gens qui sont plus avancés, qui sont... et je crois qu'André, tu avais été plus ou moins impliqué dans cette affaire-là, non, à l'AMF, non? Il y a aussi la finance pour tous, pour ceux qui parlent, qui bon, avec le ministère de l'économie. J'en entends plus parler, alors ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, mais je n'ai pas l'impression que ça embraye véritablement. Le problème, c'est qu'il y a de l'information, mais qu'elle est biaisée. Je me souviens, quand j'ai été à l'AMF, on a été obligé de faire des communiqués à propos du Bitcoin, parce qu'il y avait une influenceuse, influente, Nabila, pour ne pas la nommer, qui en quelque sorte, racontait que le Bitcoin, c'est génial, on peut faire fortune. Elle avait oublié de dire qu'on peut aussi perdre sa culotte, excusez-moi de le dire vulgairement. Et donc, il a fallu, nous, et l'AMF, quand vous regardez les pubs sur les produits financiers aujourd'hui, dans les médias, les pubs rappellent la formule de l'AMF, le risque associé justement à un certain nombre de placements. J'avais une question, si tu permets, pour arrondir la table, pour Nicolas, parce que
les médias et la finance, c'est une question évidemment importante. Je pense qu'il n'y a pas que de l'incompréhension ou le sentiment que ça ne sert à rien. Je pense que le Financial Times va rester le Financial Times, et malgré la qualité des Échos, il n'est pas concurrencé au plan mondial ni au plan français. D'accord. Et il a une position que je trouve assez pragmatique par rapport à ces problèmes de finance, un journal comme le FT, c'est-à-dire que quand ça ne va pas, il le dit. Je veux dire, quand tu as la quasi-faillite ou la faillite de la banque SVB, il ne se voile pas la face. Il dit qu'il y a des problèmes de supervision, de réglementation, etc. Est-ce que dans l'attitude des médias en France par rapport à la finance, tu as une vision quand même assez pessimiste? Sur le fait que les choses vont avoir du mal à s'améliorer. J'ai des idées. Hein. Mais tu vois, je aimerais bien les entendre. Une vision assez pessimiste, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi dans cette position des médias, pas vous, mais peut-être d'autres, un point de vue idéologique par rapport à la finance qui, sans reprendre la formule de François Hollande, est quand même de la même famille, si je puis dire. Ah mais clairement, en fait, il y a dans les rédactions et dans la plupart des équipes avec qui... Et là, je parle vraiment de la couverture de l'actualité grand public. Je vais sortir de BFM Business pur, ou comme on est spécialisé. Une anecdote. On a une journaliste chez nous, qui est une fille absolument extra. Clairement, elle a un prisme personnel de gauche, et elle s'est spécialisée sur un secteur qui est le secteur du logement immobilier construction. Vous lui auriez posé la question il y a 10 ans, est-ce qu'il faut encadrer les loyers? Évidemment qu'il faut encadrer les loyers. Et aujourd'hui, elle est la première à dézinguer l'encadrement des loyers parce qu'elle a compris comment ça fonctionnait. Et comme elle est experte, elle sait qu'effectivement, ce n'est pas la solution. Il y a évidemment, dans la plupart des cas, d'abord les réactions sont très pavloviennes dans les rédactions sur les sujets. Si on parle du banquier, c'est un méchant. Si on parle de l'assureur, c'est un voleur. Même off, hein, même pas à l'antenne. Et moi, effectivement, je vais essayer d'arriver pour expliquer que ça a un sens, que ça sert à quelque chose, que non, un établissement financier n'est pas comme une entreprise non financière. Si Airbus tombe, c'est un accident dramatique industriel, mais juste un accident industriel. Si BNP Paribas tombe, c'est le système sanguin de l'économie qui s'arrête. Et j'explique tous ces phénomènes, j'explique comment ça fonctionne, j'explique pourquoi la finance, c'est pas comme le reste. Et alors après, je suis assez rarement sur des sujets purement financiers, parce que, à moins d'être sur des thématiques vraiment très grand public, ça ne les intéresse pas. Et rentrer dans la complexité, ça n'est plus à l'ordre du jour aujourd'hui. On ne se donne plus le temps de rentrer dans la complexité, puisqu'il faut faire simple. Alors, je ne désespère pas. En fait, je passe mon temps, moi, à reprendre la fameuse logique de Frédéric Bastiat pour faire comprendre la finance, mais l'économie au sens large. Il y a toujours ce qui se voit. Ce qui se voit, c'est ce qui est à peu près évident, ce qui est du bon sens, ce qui est de l'intuition, ce qui est forcément vrai. Et puis, l'économie, c'est ce qui ne se voit pas. C'est-à-dire la partie un peu plus complexe, qui demande un petit peu plus de recul et qui a besoin d'être acquise pour que le sujet soit compris. Si on dit, oui, on va mettre des RTT et des 32 heures, c'est bien, ça donne du temps libre, et puis et voilà, et tout travail mérite salaire. Mais la partie qui ne se voit pas, c'est que tout salaire mérite travail aussi. Et donc ça, il faut l'expliquer. Le SMIC, ce qui se voit avec le SMIC, on va augmenter le SMIC, c'est bien pour les gens qui ont déjà un petit salaire. Oui, c'est l'évidence, tout le monde sera d'accord. Ce qui ne se voit pas, c'est que si j'augmente le SMIC, j'augmente le coût du travail, et je mets sur la touche et en marge du marché du travail des gens qui n'ont pas de qualification. J'en ai toute une liste comme ça, j'en ai plein. L'ISF, oui, on va demander plus d'argent à ceux qui en ont le plus, c'est logique, c'est la partie qui se voit. La partie qui ne se voit pas, c'est que personne n'a vraiment réussi à chiffrer ce que ça nous a coûté pendant des années en incitation à sortir de France. Parce que c'est l'autre traduction d'ISF, par exemple. Prenez les licenciements. Ce qui se voit, le bon sens, près de chez soi. On va interdire les licenciements, comme ça les gens ne seront plus au chômage. Mais ce qui ne se voit pas, c'est que ça fige les embauches. C'est comme ça que je fonctionne. Ce qui se voit et ce qui ne se voit pas, pour essayer d'expliquer, en faisant attention aux mots que j'utilise. Surtout pas utiliser des mots qui font qu'au bout de 30 secondes, la moitié des gens ont déjà coupé le poste, comme disait André, parce que vous les avez perdus, et vous les avez perdus. Donc je fais attention aux termes utilisés. Quand c'est un sujet sur les fonctionnaires, je dis agent public, pas fonctionnaire. Ça passe mieux. Et donc je fais attention à ça. Et l'objectif, c'est que sur les 2 minutes 20, 2 minutes 30, 100% des mots prononcés soient compris dans le même sens par l'ensemble des gens qui vont les écouter. Et ça, c'est pas évident. Parce que quand, sur une même chronique, à l'époque, on me disait « Ah ouais, vous êtes pro-Sarkozy ou pro-François Hollande » avec les mêmes mots prononcés, je me dis qu'il y a un biais cognitif quelque part.
Sachant que... J'ai un truc super pédagogique sinon. Oui, mais sachant qu'en plus, pour ce qui concerne les invités, même sur BFM Business, ce que tu m'avais expliqué un jour, c'est que compte tenu des obligations de pluralité, des gens comme par exemple les représentants d'Oxfam, d'Attac, de gens qui sont très organisés, plus organisés d'ailleurs que les gens qui seraient... Il n'y a pas vraiment beaucoup d'organisations de supporters en face de la finance. Ces gens-là, tu dois leur faire une place. Alors non, j'ai pas de contrainte d'opinion politique sur le traitement de l'économie. J'ai une contrainte de présence de politique appartenant à des partis. Je ne suis pas obligé de faire venir Oxfam qui n'est jamais venu ni Attac. Par contre, pour la pluralité des débats, je ne vais pas évidemment mettre systématiquement des chefs d'entreprise libéraux. Je mets quand même aussi des économistes atterrés, des gens comme ça, pour avoir des points de vue qui vont un peu s'opposer. Ça, tu y es un peu obligé. Je suis là pour organiser le débat et pour le faire vivre. Je suis aussi là pour que ce soit un peu sexy. Enfin, j'essaye de le faire sur BFM Business avec le temps et en osant entrer dans la complexité. Et Dieu sait si vous connaissez cette émission, nombre des personnes présentes ici, pour savoir qu'on n'a jamais reculé devant la complexité. Il y a 48 heures, on a eu un débat qui a duré 15 minutes pour savoir s'il fallait rehausser l'objectif d'inflation de la Banque Centrale Européenne. Et ensuite, on est rentré dans la dernière queue de comète de Bâle 3 qui est en train d'être appliquée sur les bilans bancaires pour savoir si c'était suffisant ou pas. Et j'avais deux points de vue de spécialistes très opposés sur le sujet. Mais BFM Business, c'est une comète, c'est autre chose. Seulement sur BFM Business. Mais si vous voulez faire de la pédagogie pour les gens, prenez un salaire brut de 3 200 €. Vous avez dedans les charges patronales, dites patronales, qui sont en fait le salaire du gars. Hein. Il croit toujours que c'est le patron qui paye. Ceux qui se voient, les charges patronales, c'est le patron. Ouais, cool. Ceux qui ne se voient pas, c'est que c'est ton salaire. Voilà. Et 3 200 € brut. À la fin, il y a 1 500 net. Moi, je propose un truc. On va dire aux salariés, ah, mais tiens, il n'y a plus du tout de cotisation, tu vas avoir tes 3 200 € brut. Net à la fin du mois. Et après, tu prends ton chéquier et tu verses aux URSSAF, tu verses à la Sécu, tu verses à l'UNEDIC. Super pédagogique pour savoir comment ça marche l'économie, là. Hein. Et le coût du système. Bon, c'est un peu ironique, ça ne se fera pas, mais... En tout cas, ce serait effectivement très pédagogique. On pourrait aussi avoir des syndicats qui ne vivent pas du paritarisme, mais de leurs cotisants. Et on pourrait aussi quand même avancer sur l'idée d'avoir des salariés présents dans les conseils d'administration. Ça, c'est des trucs très concrets qui pourraient avoir des effets. Et faire payer les cotisations patronales, effectivement, qui sont complètement absente de la vue en général de la plupart d'entre nous, ce serait effectivement la pédagogie. On a fini notre temps, donc je voudrais juste pour terminer vous proposer à chacun très brièvement le ou les remèdes, mais très brièvement, justement pour que ça aille mieux. On en a cité pas mal. Pour vous, ce serait quoi la clé pour que ça se passe mieux en France d'ici 20 ans? Former les journalistes. Former les journalistes. Former les journalistes. Très bien. Le secondaire. Le secondaire pour Christian. Je ne suis pas sûre d'avoir la réponse, hormis d'orienter les flux vers ce dont on a besoin. Moi, j'ai dit 30 ans, pas 20 ans, le primaire. Merci à tous les quatre pour cette très très belle séance. Nous avons maintenant une pause relativement courte, puisque donc on a pris un tout petit peu de retard sur notre programme. Et à 16h, je vous invite à tous vous retrouver dans la salle Alcazar au rez-de-chaussée. Merci à tous.